Baptiste, aujourd'hui, on prédit l'avenir. Oui, on prédit l'avenir. On prédit l'avenir, on va penser à l'avenir en fait de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Sors ta boule de cristal. Ouais, la voilà. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. Ouais, la voilà. L'espèce de... Très français, très français. Ouais, c'est ça, exact. Hey, regarde, je veux commencer sur quelque chose, parlant de très français, parce que j'ai repensé pour la énième fois à un truc qui me chicote depuis que je suis petit. Puis là, tu vas me dire, Étienne, t'es encore petit. Et t'es encore je te petit. dis, je t'emmerde. OK. Dans une piscine, oui. T'as un endroit où l'eau va plus profond. Comment t'appelles cette zone-là? Un toboggan? Non. Non, mais la partie de la piscine où l'eau est plus creuse. L'eau est plus profonde. L'eau est plus profonde? Ouais. Ben, si je suis au Québec, je vais appeler ça le creux. Ouais. Puis si t'es en France? Le grand bain, je crois. Okay. Donc, je crois. T'as le petit bain pour là où t'as plus pied. T'as le grand bain. Je crois que c'était ça qu'on disait. Ouais, le petit bain et le grand bain. Mais c'est deux mots, on s'entend, là? Oui, c'est le grand bain puis le petit bain. Ouais. OK? Nous, c'est le creux et le pas creux. OK? Ce qui est stupide. Mais... Vous avez moins de mots. On a moins de mots, mais la réflexion, c'est qu'il n'y a aucun mot dans la langue française pour peu profond. C'est vrai. Là, il y a comme superficiel, mais là, on parle de superficie. Tu sais, c'est pas pareil. Non, c'est vrai, ça. Il n'y a pas de mot pour pas creux. Il y aurait... encore une fois, c'est plus proche du superficiel peut-être, mais il y a pataugeoire. Non, mais ça, c'est une pataugeoire, c'est pas un endroit qui... Tu sais, c'est... Je comprends. C'est une petite piscine que, tu sais, c'est un peu... Ouais. Mais puis, il y a un mot pour ça en anglais, shallow. OK, t'as le deep, puis t'as le shallow. Mais en français, il y a un mot pour si je te tire à travers une fenêtre. OK? C'est défenestré. Ça, il y a un mot. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de mot pour pas creux. Ouais. Et ça me chicote depuis que je suis petit et encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Depuis que t'es petit, t'as quel âge? Depuis quand tu te poses cette question-là, Étienne? Je t'emmerde prise 2, Baptiste. OK. Mais comment ça se passe, Masterclass? Tu m'avais dit que tu avais des cours de storytelling. Et j'ai pris une petite pause. Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai pas abandonné. Non. Très loin de là. Très, très loin de là. Ça me tente de continuer. Je t'en avais parlé. J'avais plein de choses que je trouvais qui pouvaient... ça pouvait m'être utile, en fait, de faire du storytelling, je trouve. Tant dans l'impro que dans ma vie de tous les jours, que... Peut-être, je sais pas, écrire quelque chose un jour, là, je sais pas. J'ai pas. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas. C'est très embryonnaire, là, ce que je dis. Est-ce que tu as des idées d'histoire? Pas vraiment. Pas vraiment, mais l'un des profs que j'ai quand même un petit peu avancé, là, j'écoutais un deuxième prof de Masterclass, puis lui, le storytelling, lui, il a commencé à écrire à l'âge de 35 ans. OK. Donc, il disait, il n'y a pas d'âge pour devenir écrivain. Là. Tu peux il te reste un an. Il te reste comme moins d'un an. Moins d'un an. Je suis déjà en retard. Mais il disait, tu sais, moi, ce que je me suis décidé à faire, c'est qu'à partir de mes 35 ans, je me suis décidé à écrire 1000 mots par jour. Puis là, il disait, c'est pas important ce que t'écris. Faut pas que ça soit bon ou quoi que ce soit. Fais juste écrire 1000 mots par jour. Mais... Là, il dit, tu sais, après ça, mets-toi ta propre limite, là, tu pourrais mettre ça à moins aussi, si tu voulais. Mais non, mais c'est génial! Mais c'est très intéressant, puis il dit, à chaque fois que mais lui, il se réservait, tu sais, il y avait du temps pour ça, là, à chaque matinée, là, il se prenait un genre de 3-4 heures, peut-être, où il faisait juste ça, mais à chaque fois qu'il avançait, mettons, le lendemain, il révisait ce qu'il avait fait la veille, puis il checkait qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, améliorer, puis là, il recommençait à écrire 1000 mots. Sans forcément que ça soit exactement la même affaire ou juste les corrections, quoi que ce soit, mais tu sais,
c'est ça, il repartait de cette affaire-là à chaque fois. Fait que très itératif comme processus. Itératif, mais t'apprends tellement. Mais t'apprends tellement. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Fait que, bref, ça, c'était l'un des trucs que j'ai vu, puis je trouvais ça cool. Mais sinon, j'ai regardé Fallout. J'ai bingé Fallout. J'ai vraiment bingé ça, là. J'ai même mis en pause Shogun pour binger Fallout. Mais j'avance dans Shogun. Ok, t'as pas terminé Shogun? Non, il me reste 2 épisodes. La fin est parfaite. Je sais pas comment le dire. Mais regarde, on a parlé de Shogun tout plein là, déjà. Parle-moi de Fallout. Go. Fallout. Tu l'as pas encore vu? Non, j'ai pas Prime. Je vais devoir comme le prendre pendant un mois, puis le regarder pendant un jour, puis regarder le tout dans la même journée. Puis, Je dois avouer que des fois, je regarde sur du streaming illégal parce que j'ai déjà trop d'abonnements. Fait que... C'est ça. Désolé. Tu serais pas le seul. Mais c'est vrai que la meilleure façon de le faire, c'est de s'abonner pour encourager ces réalisateurs-là. Bref, j'ai regardé Fallout. Puis, la première chose que je peux dire, comme ce que dit tout le monde, en fait, c'est que c'est tellement fidèle aux jeux vidéo que j'ai réinstallé le jeu vidéo. Tu sais, quand la série... Comme, tu sais, mettons le Witcher, j'avais déjà joué plein de fois au Witcher, j'ai adoré la série, mais j'ai pas réinstallé parce qu'il y a quand même une différence entre la série télévisée de Netflix qui est très très cool en passant, bien que ça a quand même fait réaugmenter les taux d'installation de Witcher comme sans bon sens quand elle est sortie, mais je l'ai pas réinstallé à ce moment-là. Mais Fallout, on dirait qu'il y avait quelque chose de... Ah mon Dieu, c'est cool parce que l'histoire est vraiment cool. Tu redécouvres les ghouls, les humains, les espèces de robots domestiques, puis toutes ces affaires-là. Puis juste de retrouver cet univers-là qui est très... c'est une apocalypse vintage. Mm-hmm. Quelque chose de... Je sais pas, là, c'est avec les vieilles musiques. Là, cet univers-là, il est... C'est dommage que Bethesda, ils aient comme un peu downé dans les dernières années parce que pour vrai, les premiers Fallout, puis jusqu'au 4, en fait, là, c'est vraiment tous des bons jeux. C'est vraiment des bons jeux. Je vais devoir l'essayer. Absolument. Ma blonde et moi, mais je crois pas qu'elle allait jouer à Fallout. Moi non plus, en fait. Mais on sait c'est quoi. Du moins, je veux dire... J'ai déjà... Non, c'est pas vrai. J'ai joué à un jeu gratuit sur iPhone que tu devais comme te faire tes petits shelters, puis... OK. Bon, je me suis un donné dérivé, après 3 jours. Un produit très, très dérivé. Mais le visuel, le art style est magique. Il y a quelque chose avec les années comme 50, 60-ish, mais avec un côté futuriste en même temps. Même chose avec Portal 2. Il y a de quoi de magique là-dedans. Ben, on dirait que, je suppose que c'est en lien avec ça, mais c'est qu'à cette époque-là, la menace de l'attaque nucléaire, elle était constante. Là, fait qu'il y a quelque chose de... On dirait que l'apocalypse dans cette période-là, ça fit, tu sais. Puis là, bon, tu parles de quelque chose de futuriste, fait que c'est une coche plus loin, mais dans cette période-là, le nucléaire, c'était quelque chose là, de... c'était le futur. Le futur, c'était maintenant. Ouais, c'est exactement. Ça. Fait que là, tu sais, dans Fallout 4, puis dans la série, ben, tu vois des fusion cores, mettons, qui sont des tout petits corps de fusion nucléaire qui sont mis directement dans les grosses armures pour les genres de exosuits pour les faire fonctionner, tu sais. Fait que c'est quand même... c'est ça fit vraiment dans ce genre d'univers-là, puis dans cette période-là. Cool. Ouais, c'est très, très nice. Puis toi, Étienne? Ben, tu sais, quoi de neuf? Dernier épisode, je t'avais parlé de Prince of Persia, que j'avais joué au démo, puis que, finalement, Prince of Persia, en passant, version française, Le Prince du Percy, c'est un excellent jeu. J'ai beaucoup aimé, surtout faire des salades, puis je crois pas que j'ai joué au même jeu que les autres. Non, mais sans blague, c'est visuellement superbe. L'histoire est bien. Puis le jeu est presque trop long. Presque trop long. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? S'il avait été
juste un tout petit peu plus court, c'est rare qu'on dise ça d'un jeu, là, mais s'il avait juste été un tout petit peu plus court, je pense que ça aurait juste fini au bon moment et je serais... j'aurais eu l'impression de comme j'en veux encore un petit peu plus, mais ça aurait pas été le cas. J'aurais été comme entièrement satisfait. Je sais pas, il y avait une partie à un moment donné vers la fin où je me disais comme il me semble qu'il est temps que ça achève. Mais il y a des c'est plate. Ben oui et non. Tu sais, à chaque fois que je me disais ça, puis c'est arrivé 2-3 fois à la fin, il y avait toujours un set piece, je sais pas comment l'expliquer, mais ok, tu vas aller à tel endroit, puis à tel endroit, il se passe tel truc. Il y a un endroit où le temps est arrêté. Puis c'est pendant une tempête sur l'eau, il y a des bateaux, il y a des gens qui se battent, il y a du feu partout, puis il y a des éclairs, puis il y a de l'eau, du feu, des éclairs, puis comme tout est arrêté, il y a des vagues, tu peux marcher sur l'eau. Il y a quelque chose de le fun. Puis tu sais, il y a toujours un petit moment comme ça qui te ramène à non, ok, je vais faire cette partie-là, Puis juste assez difficile. Il y a bon équilibre de ce jeu-là. Regarde, un 8.5. Quand même, ok. C'était très bon. C'était très bon. Ouais. Ok. Parce que j'avais peur, là, justement, là, que tu sais, souvent un jeu dont. Selon moi, un jeu dont la fin est ratée, c'est quelque chose qui peut vraiment faire baisser la note assez vite. Ouais. Ouais, mettons, je t'avais parlé de Mass Effect, ben le 3, il y a beaucoup de monde de la communauté qui ont vraiment pas aimé la fin, fait que ça a comme on dirait ça a écarté beaucoup de bonnes choses qui se passent avant la fin du 3, ce qui est un peu dommage, mais bon. Ah, mais ça arrive souvent avec les séries télé aussi. Oui. Oui. How I Met Your Mother. Game of Thrones. Le pire, puis là tu me croiras pas, mais je te crois pas. J'ai une témoin. Bon, laisse faire. Mais j'ai prédit la fin de How I Met Your Mother après la saison 5. Ah ouais? Dans ma tête, c'était clair que ça allait être ça. Que l'histoire s'enlignait pour aller vers ça. Je pense que ce qui n'avait pas été prévu, c'est qu'ils signent pour une autre saison. Ah, c'est ça. Et donc là, ils ont dû comme changer les histoires. Bref, ça a déçu plein de monde. As-tu déjà vu on dirait que ça, il y en a pas beaucoup des exemples de mettre, mais il y a des séries où les réalisateurs, ils commencent la première saison, puis ils savent déjà exactement le nombre de saisons que ça va prendre, puis ils dépasseront pas. Puis là, il y en a une qui a vraiment bien respecté ça, c'est la série Dark. OK. Connais-tu? Non. Oh là là, Étienne. Oh là là, Étienne. Oh là 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 là. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là. C'est une série allemande, sci-fi. Puis, écoute, c'est mind-blowing. C'est vraiment dur à expliquer. C'est comme des jeunes qui... J'irai pas trop loin, là. Faut pas que je vole des punchs parce qu'il y a juste 3 saisons. C'est vraiment début, milieu, fin. Tu sais, c'est pas... Le réalisateur a parti la série en disant ça va être ça, puis ça sera tout. Il y en aura pas plus des saisons. Puis il y a des jeunes qui découvrent un endroit où il y a l'air d'avoir des disparitions. Puis en même temps, il y a l'air d'avoir c'est une personne au début qui revient... Non, qui vient pas du futur, qui doit venir du passé, je pense, qui arrive à quelque part. Bref, il y a comme des concepts un peu de time travel qui vont à travers ça. Mais c'est tellement bien exécuté là, jusqu'à la... Les 3 saisons sont super bonnes, mais la saison 2 en particulier, je trouve qu'il y a... La saison 1, il y a un très bon climax. C'est juste que c'est un peu long à installer, mais à un moment donné, ça enchaîne. La saison 2, là, c'est juste à chaque épisode, là, ça arrête pas. Là. C'est vraiment... je te recommande cette série-là. Très chaudement. Sur Netflix. Je crois que oui. OK. Je crois que oui. Je crois que oui. C'est là que j'ai dû la regarder. Okay, mais regarde, si je suis pas certain, de toute façon, je vais aller sur une application que je trouve vraiment cool qui s'appelle Upflix. Tout à fait. Upflix, tu sélectionnes les services de streaming auquel tu es abonné, puis tu peux chercher. Puis c'est vraiment c'est canadien en plus, là, ça cherche pour Netflix Canada, Disney Plus Canada, Apple TV, peu importe, même HBO, Crave. Puis tu peux chercher ce qui est en ce moment disponible dans le catalogue. Puis bref, tu peux trouver qu'est-ce qui est où
comme ça. Vraiment cool. OK, cool. Étienne, pour info, à tous ceux et toutes celles qui nous écouteraient, Étienne a un tableau de plein de... Il m'avait déjà montré ça, de plein de choses à écouter ou qu'il a déjà écouté avec des ratings puis des affaires de même. Bref. Ça pourrait être un épisode. Je veux dire, regarde, j'aimerais ça que ça soit un épisode. Visionné. Regarde, j'ai un tableau avec tous les films que j'ai vus depuis 1 an et demi. Puis tout coté avec le titre, le poster. Bref. Voilà, ça c'est mon ami Étienne. Hey, salut. C'est moi. Allô. C'est moi. Je suis le fou, là. Je suis Charlie Day devant son board avec la laine qui est... Pepe Sylvia. Ouais, c'est moi ça. Ah, c'est bon. Même grandeur, même chevelure, on est pareil. C'est moi. En fait, tu sais pas, mais c'est moi, Charlie Day. C'est toi, ça? C'est moi, ouais. Luigi, ouais. Ah, ok. Je sais pas qui je suis. Je suis Bob Ross. Non, t'es Goofy. Ah oui, c'est vrai, je suis Goofy. On peut raconter pourquoi. Ben, vas-y. Étienne, on l'a jamais raconté. On l'a jamais raconté, ça. C'est vrai. Étienne, c'est l'un de mes premiers collègues quand je suis arrivé au Canada, au Québec. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes amis savent que j'ai tendance à dire « Ouais! » quelque chose. C'est... Puis, quand Étienne et moi, on commençait à triper ensemble à la job, Étienne, il me disait « Tu me fais vraiment penser à Goofy ou Dingo. » Ouais. Puis, je pense que tu avais fait lien aussi avec l'épisode de François Pérusse. Ouais. Puis c'est surtout que à un moment donné, t'as ri exactement comme ça. C'est ça. Puis... J'ai 2 grenades et un 357. Oui, les copains. Oui, les copains. Si je me fais buter, tu t'occupes d'appeler ma femme. Oui, exactement. Oh là là. C'est ça. Alors, Goofy et Luigi. Et voilà. On devrait changer le logo du podcast. On a nos personnages. Ils sont juste cachés en dessous de leur soude de cosmonaute. C'est tout. Exact. On va faire un face reveal à un moment donné. Ce serait bon. Parfait. Hey, parlant de dessins animés, ma blonde m'a envoyé un article l'autre jour. Grâce au AI, il y a une compagnie qui fait un outil pour pouvoir traduire le bébé. Donc, je pense que j'ai vu ça, mais en tout cas, j'ai pas retenu le détail, mais vas-y. Mais c'est un truc comme quand même connu que selon comment ton bébé commence ses pleurs, tu peux savoir de quoi il a besoin. Mais là, il y a l'AI qui rentre là-dedans, puis qui peut aider. Mais la première chose auquel on a pensé, c'est l'épisode des Simpsons où le frère d'Homer invente cette machine-là. Parce que oui, les Simpsons ont encore une fois prédit l'avenir pour la 360e fois. Ils le font toujours. Ou bien c'est l'avenir qui s'inspire des Simpsons pour se réaliser. Oh, God. Ça expliquerait Trump. Trump s'est dit, je vais vraiment faire ce qui s'est passé dans les Simpsons. Mon Dieu. Donc, Bart va devenir juge en chef de la Cour suprême. On attend encore ça. C'est ça. Cool. Sinon, je sais pas si tu connais le jeu Civilisation. Oui, je connais. J'ai pas beaucoup joué. J'ai joué un peu, mais ouais, je connais. Quand un jour... tes enfants te diront « Papa, à quel jeu tu joues? » Papa. Et tu vas dire « Je joue à Civilisation. » Puis ils vont dire « Papa, est-ce que je peux jouer moi aussi? » Oui, ils vont parler comme ça, tu vas voir. Puis tu vas dire « Bien sûr, fiston. Mais d'abord, essaye Polytopia. » Polytopia. Ouais, mon fils a trouvé ça... c'est un genre de civilisation, mais simplifié, vraiment simplifié. Donc, il y a un tech tree, il y a des différentes unités, puis tu crées des villes, puis il y a des bateaux, il y a des troupes, puis bref. Mais c'est civilisation, mais dilué comme vraiment, vraiment beaucoup, mais quand même amusant. Donc, ça, c'est cool. C'est pour enfants. Ouais. Ça, je vais aller checker ça. Ouais. C'est sûr et certain. Ouvrez, on en a gros! Il y a un nouveau truc. On a un Discord.
Qu'est-ce? Oui! Et Oui. on a un nom de domaine si vous voulez aller Oui. trouver le Discord. Donc, vous pouvez en tout temps aller sur j'adoresapodcast.com et trouver Yes. tous les liens vers tous nos trucs, dont le Discord. Donc, si vous voulez vous joindre au Discord et nous poser des questions que vous voulez qu'on réponde pendant l'épisode. À date, on a un certain JP qui fait l'office de nous poser beaucoup de questions très pertinentes. Oui, vraiment. Vraiment. Puis là, on a décidé d'avoir un nouveau segment qui est les questions des astronautes. Oui. Donc, JP Oui, avait 3 c'est questions pour nous. Oui. Moi, je suis pas en mesure de répondre à la deuxième. On va y aller avec la première. On va essayer les questions. D'accord. Sa première question, c'est le snub de Killers of the Flower Moon aux Oscars. En parenthèse, un des meilleurs rôles de DiCaprio est pas nominé. Serait-ce à cause du discours anti-Hollywood de Scorsese à la fin? Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste? C'est spécial parce que je pense que je suis allé voir un petit peu sur Scorsese, justement. Mm-hmm. J'ai pas été voir le speech en question. J'ai pas été voir ça. Mais j'ai vu en effet que ça avait fait couler un peu d'encre le fait que ça avait même pas été finalement récompensé d'une quelconque façon. Puis je me demande même s'il n'y a pas quelque chose comme Scorsese a pas tant de récompenses que ça dans sa vie de réalisateur par rapport à tout ce qu'il a fait qui est jugé très très bon par des critiques finalement là. Exact. Je pense que c'est plus ça la raison. C'est ça. Ben il y a quelque chose. Mais moi depuis que en fait juste en lisant la question sans même aller faire de la lecture ou quoi que ce soit, j'ai le feeling que Scorsese il a toujours été un peu à contre-courant du reste. Puis là, je m'explique. On parle de, mettons, Scorsese qui bâche Hollywood. Scorsese a déjà bâché, il me semble, Netflix aussi. Oui. Tu sais, on dirait qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Mais visiblement, ça ne dérange pas de choquer d'autres personnes dans son entourage puis de ne pas être si conventionnel que ça dans ce qu'il dit puis dans ce qu'il croit. Fait que c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'il est snobé. Je sais pas. C'était ça mon feeling. Puis, est-ce qu'il a vraiment été snobé à cause de ça? J'irai pas jusqu'à dire ça parce que je regarde la liste. Là. OK, je suis sur Wikipédia. Puis là, 1980, nominé pour Best Director, Raging Bull. Ensuite, en 88, Last Temptation of Christ. Ensuite, Goodfellas. Best Adapted Screenplay aussi. Tu sais, il y a des nominations, là. Il y en a plein. Il a gagné une fois pour Best Director pour The Departed, mais c'est tout. C'est le seul Oscar qu'il a gagné dans tout ce que je vois là. Puis là, je me dis, OK, c'est peut-être l'Académie, c'est peut-être les Oscars le problème. Puis là, je regarde les autres catégories. Bon, le BAFTA, Emmy Awards, Golden Globes et compagnie. Puis il y en a un peu plus, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de nominations, peu de prix. J'ai l'impression que c'est peut-être pas vraiment la raison pour laquelle il a été entre guillemets snobé. Je pense qu'il l'est toujours. Il l'a toujours été. C'est ça. Ouais. En tout cas, c'est mon feeling. Là. Vite de même, c'était ça que je pensais quand j'ai vu la question de JP. La question de JP. L'autre question de JP. L'autre question. La deuxième. Votre avis sur le jeu Papers, Please? Ouais. J'ai été voir le trailer. C'est un ancien de Naughty Dog qui a fait ce jeu-là. Ces styles de jeu, là, il a fait aussi un truc Obradin, là, qui est comme un... En tout cas, je sais, c'est pas exactement ça le nom du jeu, mais Obradin, c'est comme un navire. Puis il y a une histoire qui se passe là-dessus, mais on dirait que ces graphics sont toujours un peu les mêmes. Là, c'est très 2D, c'est très même quasiment un peu pixelisé, ces affaires. Puis Papers, Please, c'est vraiment un jeu où tu incarnes un douanier, puis tu décides de laisser rentrer ou pas dans un pays de l'Est fictif des gens du pays voisin qui est comme plus en guerre depuis peu. Il y a eu une trêve, me semble, il y a quelque chose comme ça. Puis là, tu décides selon certains critères, avec des règles d'immigration qui changent à chaque jour, de laisser passer ou pas. Ça a l'air très dystopique, en fait. Là. Il y a l'air de toujours avoir des critères qui font en sorte que tu laisses pas passer grand monde, finalement. Puis tu peux même demander
à une personne de se faire arrêter par les militaires ou je ne sais quoi. Bref, il y avait quelque chose d'un peu dystopique là-dedans, mais j'y ai pas joué encore. Faudrait peut-être que je l'essaye pour voir le feeling que ça me donne. J'ai déjà joué par contre à un jeu qui s'appelle Orwell, qui fait référence à George Orwell, et qui est en fait même à 1984, son œuvre, puis qui fait référence à Big Brother, la surveillance constante. T'incarnes un citoyen qui surveille d'autres citoyens, puis t'essayes de juger si les autres citoyens font des écarts de conduite ou quoi que ce soit pour aider le système à comme classifier le monde aux bons endroits. Ça m'a fait un peu penser à ça. Mais pas au même niveau, là, tu sais, il y a une différence entre l'immigration puis la surveillance dans le pays, mais quand même, j'avais un petit feeling de la dystopie, mettons, que tu vis. Puis je sais pas si la fin du jeu est très happy. Ça sonne comme quelque chose que plus t'avances dans le jeu, plus tu dois te sentir mal. Je sais pas, il y a quelque chose de... Probablement. C'est ça mon feeling. Ça donne envie d'essayer. JP, on va regarder ça. Il y avait une troisième question. Là, on prend 3 questions, là, parce qu'on a un JP qui en pose beaucoup, mais c'est ça. Ça veut pas dire qu'à toutes les fois, on va en prendre 3 ou qu'on va prendre toutes les questions. Mais allons-y, parce que, question super intéressante, les versions digitales de board games, de jeux de société, il y en a de plus en plus, et les versions physiques sont de moins en moins jouées. Exemple, Root, Scythe, Gloomhaven, Dune Imperium, Terraforming Mars, etc. Toi, Baptiste, qui est un fervent jeu de sociétaire, board gaming guy. Ouais. Bon, j'ai mon opinion là-dessus. Mais c'est mon opinion à moi. Fait que c'est sûr que peut-être que versus la statistique, c'est pas ça qui va sortir le plus. On sortira pas les faits, là. Je veux dire, on les a pas, là. Non, on les a pas. Je trouve pas de stats autour de moi en ce moment. Exact. Non, mais le seul jeu que j'ai pas joué physiquement puis que j'ai juste joué en version digitale, c'est Gloomhaven. Puis d'ailleurs, je joue avec Eddie, que tu connais très bien, puis d'autres amis. Mais c'est ça, on joue à Gloomhaven sur la version digitale. Je le sais que la version, mettons, réelle, elle est grosse, elle est chère, ça prend du temps. C'est beaucoup de setup, faut que tu... Bref, puis c'est une campagne, là, fait qu'il faut que tu joues quand même assez régulièrement. Fait que, bref, ça nous convenait, puis comme ça, on peut faire ça chacun chez soi. Mais, mettons, Root, puis Scythe, c'est des jeux que j'ai physiquement, puis je te dirais, il y a quand même, je trouve, une grosse différence dans le feeling de jouer ces jeux-là en présentiel avec d'autres personnes versus en ligne, où j'ai joué à la version Root en ligne, ben, tu peux te matcher avec d'autres personnes, puis ben là, tu joues, puis tu fais tes affaires, mais le feeling est tellement pas le même que quand t'es avec d'autres personnes, puis que là, tu sais, t'as certains de ces jeux qui te permettent de faire des passe-passe ou des crosses, des affaires qui c'est un peu crasse, là, tu sais, mais sur le moment, quand tu l'as fait à l'autre personne, puis qu'elle est de l'autre côté de la table, puis que là, il y a quelqu'un qui réagit en disant « Ah ouais, c'est ça que tu fais! » Puis là, tu sais, il y a comme quelque chose qui n'existe pas dans les versions en ligne quand tu fais ça en vrai, tu sais, fait que j'aurais tendance à aller de l'autre bord, moi, en disant à contre-courant, ben... Oui, version en ligne, si tu veux comme te donner de la facilité peut-être de jouer avec d'autres personnes qui sont à distance ou que vous n'avez pas l'occasion de vous voir assez souvent en vrai. Mais les versions réelles, là, quand tu as l'occasion de te rencontrer, là, c'est malade. Là. Moi, je ne ferais que ça si j'avais juste du temps. Puis, je pense que c'est une excuse. C'est... Ouais. D'ailleurs, là, justement, on va aller essayer Root avec 2 de nos astronautes dans quelques jours. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, c'est clairement une excuse pour se voir. Oui, c'est ça. Qu'il y ait Root ou pas, pour moi, c'est pas ça l'élément qui va décider que je vais le faire. Non, mais c'est un bon incitatif. C'est intéressant là, de découvrir ce système-là. Ouais. Puis c'est du fun. Mais je pense que peut-être que les statistiques sont regardées de la mauvaise façon. Je sais pas à quel point il y a vraiment une statistique qui dit oui, les ventes de board games sont en baisse. Je sais pas à quel point. Puis là, say it with me, c'est à cause de la pandémie. Mais ouais, c'est ça.
sais, au final, si les versions numériques peuvent faire découvrir plus de jeux à plus de gens, je pense que ça va juste être bon pour l'univers des board games. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, pour être quelqu'un qui a eu à setuper et jouer à des parties de, par exemple, Star Wars Legion, que j'adore, mais c'est parce que ça prend, une partie, ça prend 6 heures. Juste le setup est super long. Alors que si tu trouves une façon sur Tabletop en ligne, je veux dire, t'as pas à calculer les distances, t'as pas à rien faire. C'est beaucoup plus rapide, mais comprends. Tu perds tellement quelque chose. Oui. Bon, non, ouais. En tout cas. Ben, j'espère que ça répond à la question de JP. C'est lui qui nous le dira. En fait, il n'y avait pas vraiment de questions. Oui, c'était plus... voilà. Voici une information, parlez de ça. Dites ce que vous avez à dire là-dessus. OK, c'est bon. J'espère que tu es satisfait, JP. Ouais. Sujet principal. Ouais. Sujet principal. En 2004. OK, donne-moi le temps, je fais une introduction, OK? OK, vas-y. En 2004, je suis en vacances à la plage avec la famille, puis je suis avec mon cousin Olivier, qui est probablement à l'écoute. Salut Oli. Puis on essaye d'imaginer la prochaine manette de la prochaine console de Nintendo. Pour te situer, la GameCube était sortie, mais pas la Wii. Puis nous, on est des gros fans de la manette de GameCube, form factor, la position des boutons, super bonne manette. N'importe quel joueur de Smash va être d'accord avec ce que je viens de dire. Mais on se disait, OK, t'as peu. Là, on est passé de la manette de NES à la manette de SNES. Puis là, c'est comme, OK, des boutons de plus, des boutons sur le côté, innovation, à la manette de 64, qui était n'importe quoi, à la manette de GameCube, qui était, selon nous, parfaite. Mais nous, on voyait l'évolution d'une console par sa manette. Puis, on s'est dit, OK, essayons d'imaginer l'avenir. Et tout ce que je vais te dire est vrai, OK? Notre version finale était une manette de GameCube, OK? Ça, c'est la seule partie qu'on avait de pas bonne, OK? Mais qui se séparait en deux. Et qui pouvait servir pour détecter les mouvements. Et donc, tu pouvais comme faire de la boxe avec. Et qui avait une réticule sur la partie de droite que tu pouvais viser à l'écran et tirer à l'écran. Parce qu'on savait que c'était faisable parce qu'on l'avait vu à la NES. OK, ouais. Donc, on se disait, la manette parfaite, ce serait ça. Et tu pourrais la rattacher et la détacher. Puis avoir une manette double ou une manette standard. Puis, la Wii est arrivée. Bon, à part le fait que ça avait l'air d'une télécommande de DVD, c'était exactement ce qu'on avait imaginé. Puis là, on s'est dit, mais on est des génies. On est des génies. On est des génies. Puis là, on a essayé de prédire la bourse, puis 2008 est arrivé, puis c'est de notre faute. Donc, voilà. C'est ça. Ah, c'est drôle. Ah ouais, hein? Là, OK, vous aviez pensé à ça, vous. Là, je me disais, Baptiste et moi, on va répéter. On va répéter l'expérience, OK? On va répéter l'expérience nice. Vas-y. Ouais. Parce qu'au final, là, Apple est arrivé avec le Apple Vision Pro, Spatial Computing. Où est-ce que ça s'en va, ça? Où est-ce que ça s'en va, le VR en général? Où est-ce que ça s'en va, le AR en général? Comment tu vois ça, Baptiste? Ouais, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur cette affaire-là, j'ai commencé à me ramener genre... En fait, c'est drôle, je suis vraiment reparti dans le passé, mais encore plus loin que toi. Je suis allé voir. J'étais curieux de savoir quand est-ce que ça a débuté les premières choses qu'on aurait pu qualifier de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Puis, je pense qu'il y avait déjà des prototypes dès les années 60-70 au MIT puis à la NASA. Hein? Ouais. Ils voulaient réussir à émuler la workplace, comme ce que Meta a essayé de faire, puis etc. Mais dans le cas de la NASA, la workplace, c'était l'espace. Ils avaient déjà des prototypes, genre, qu'ils essayaient de te foutre sur la tête avec énormément de câblage. Il paraît que c'était gigantesque. Mais tu sais,
j'ai lu ça, puis je me suis dit, mon Dieu, que c'est vieux, tu sais, pour moi, tu sais, la VR puis les AR, ça sonne tellement récent, mais il y avait déjà des choses qui se faisaient depuis longtemps, là, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Puis, il y a comme eu un boom, je pense, des projets, de ce type de projet-là à la fin des années 90, mais ensuite, à part le semi-métavers Second Life, les années 2000, il s'est pas passé grand-chose en réalité virtuelle puis en réalité augmentée. Puis il a fallu attendre la sortie du premier Oculus Rift en 2012 pour qu'il y ait enfin quelque chose qui remonte en intérêt là, sur... Et puis là, Étienne est en train de sortir son Oculus Rift. Regarde ça! Il a la version de 2012. Elle est énorme. J'ai la version originale. T'as la version originale? C'est nice. le Oculus Rift. Oui, avec les capteurs que j'ai installés sur les murs. Puis j'ai... non, c'est ça. Puis honnêtement, c'est génial ce truc-là. Ouais. C'est génial. C'est impressionnant. C'est génial. Mais je me rappelle pas si je t'en avais parlé quand on s'était vu en personne, mais moi, personnellement, j'ai un problème avec le VR. Mais le problème vient avec les transitions, souvent. OK. Parce que c'est-tu le sickness habituel qu'on peut non, ça, j'ai pas de problème. ressentir? OK. Ça, j'ai pas de problème. Ça, je te pilote un vaisseau dans l'espace. Je te flippe ça dans toutes les directions. Puis j'ai zéro problème. Au contraire, je vais exploser tous mes adversaires. Il n'y a pas de problème. OK? Mais c'est les transitions le problème. Quand on m'emmène d'un environnement à un autre. Ouais. OK. Je venais de me le procurer, puis c'était un de mes collègues qui m'a vendu le sien parce qu'il s'en était acheté un meilleur. Puis bon, moi, je voulais jouer à Squadrons, mais là, il y avait Google Earth. Je me suis dit, cool, j'ai vécu à Paris, je vais aller voir la rue où j'habitais. Puis, dans Google Earth, les transitions, c'est genre, t'as comme un zoom intense, là? Ouais, ben ça, c'est quand tu sais, mettons dans Street View, tu te promènes d'un endroit à l'autre. Oui, sauf que là, maintenant, je me rends compte que, attends une minute, il y a un mode Explore la Terre. Puis là, je me dis, ça, c'est vraiment cool, je veux voir. Donc, je clique là-dessus, puis là, il m'emmène à des endroits. Tu sais, comme là, il m'emmène au Grand Canyon. OK, puis je suis comme, wow, c'est cool. Puis là, il m'emmène à... Puis tu sais, ça fade. T'as peut-être une seconde de transition, ou tu fades, puis t'es à un autre endroit. Mais c'est parce que tu y crois, là. Je veux dire, t'es vraiment sur place dans ta tête, t'es là. Puis là, à un moment donné, des connards, OK, ils me téléportent en orbite autour de la Terre. Ouf! Mais tu sais, c'est parce que OK, t'es devant une fontaine, tout va bien, puis maintenant, il te fade en une demi-seconde et t'es l'équivalent de sur la Station spatiale internationale, mais t'as rien sous les pieds, tu flottes dans le vide, puis t'as une grosse planète dans ta face. C'est comme s'il venait de te spawner un... Tu sais, la vidéo avec le zombie qui apparaît, là, tu regardes une voiture qui passe dans un décor, puis t'as un zombie qui apparaît. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Là, non, ça me dit rien. Tout le monde s'envoyait ça dans les années 2000. C'était comme tu t'envoyais ça par email, puis là, tu disais, regarde la nouvelle pub de voiture, puis là, tu regardais, puis là, il y avait un zombie qui te popait dans la face. Bref. OK. Ça a le même effet avec moi. J'ai de la difficulté avec les transitions. OK. Parce que mon cerveau veut pas accepter que... La transition. Qu'il y ait une menace devant moi soudainement. OK, je comprends. Puis surtout que t'étais pas prêt à cette menace-là. J'étais vraiment pas prêt. Moi, je vois une belle fontaine. Je me dis, c'est vraiment cool. Puis bang! La belle dans fontaine. l'espace. T'as une planète qui veut te frapper, tu sais. Puis même chose, j'avais essayé un autre... C'était un peu un genre de tech démo là, qui venait avec le Oculus. Puis à un moment donné, il t'emmène sur une planète quelconque. Puis il y a un alien, comme devant toi, mais à 1 mètre. Tu sais. Puis moi, je suis dans un véhicule à la base, tout va bien. Puis là, il me change ça d'en face. Puis j'ai un alien à 1 mètre de moi. Je veux dire, le casque a pris le bord. Là. Ouais, c'est ça. Je l'ai enlevé, puis c'était fini. Là. C'était comme, OK, c'est bon, je vais aller faire autre chose. Puis là, j'ai justement Olivier, avec qui je parlais des manettes tantôt, qui me dit, hey, faut que tu joues à Half-Life, Alex. T'as pas le choix en VR, c'est malade. Puis là, j'ai dit, Alex, qui est d'ailleurs jugé comme le premier puis seul jeu vraiment bien fait pour le VR immersif. only, là. Exact. C'est ça. Puis là, il me montre un des moments où il y a une créature de 3 mètres de haut qui est
terrifiante puis qui veut te tuer. Puis je me dis, Olivier, tu comprends pas, là. Tu comprends pas à quel point, si tu veux que je meure, là, ben fais-moi jouer à ça, là. Mais c'est trop immersif pour moi pour avoir un truc. Donc, tu sais, amour. D'ailleurs, il y a l'un des... Mais c'est drôle, je pense qu'il y a l'un des jeux d'intro du VR, et je sais plus si c'est le jeu d'intro de Oculus Rift ou je sais pas pourquoi, tu peux choisir comme plein de... soit tu te fais promener en montagne russe, ou bien tu te fais emmener à différentes places en dessous de l'eau ou en hauteur ou quoi que ce soit. Chose, ouais, puis à un moment donné, il y a l'un de ces jeux-là, je pense, où c'est le concept, c'est que tu te retrouves, t'es dans une ville, t'es un humain, puis il y a plein de robots dans une ville futuriste, puis là, tu t'arrêtes devant un écran, puis ça te dit, il y a des problèmes avec certains robots, puis il y a d'autres robots qui s'arrêtent autour de toi tranquillement, qui regardent l'écran, genre, puis à un moment donné, tous les robots se retournent vers toi, puis te sautent dessus. Man, j'ai jamais sursauté de même de toute ma vie dans le VR en général. J'en ai fait là, des jeux de zombies puis des affaires de même juste pour essayer avec des amis là, puis mais ça là, ce moment-là où les robots te sautent dessus là, j'ai dû sauter de 2 mètres en arrière, je sais pas là, je me souviens plus exactement, mais mon Dieu que c'était impressionnant. C'était impressionnant. C'est une super technologie. Puis, j'ai l'impression que la vision qu'on avait du VR suite à toutes les annonces de Meta, il va y avoir le Metaverse et tout, qu'eux, ils croyaient vraiment. Ils y croyaient vraiment. Ouais. Peu importe à qui tu demandais, tout le monde disait « Mais je veux pas aller dans cet univers-là. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. » Mais là, Apple arrive, puis soudainement, attends une minute, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Avec le mélange entre le VR et le AR que tu peux passer d'un à l'autre, il semble avoir un potentiel, mais je sais pas à quel point t'as suivi l'histoire de... J'ai pas regardé Apple Vision, pas en tout en fait. Oh boy! Non, vraiment Parce que c'est vraiment... tu sais, imagine un casque de réalité virtuelle, sauf que tu as un écran devant, okay? Puis l'écran peut montrer tes yeux. Okay? Mais au final, c'est vraiment du VR. Okay? Tu le mets, puis il n'y a pas de lumière qui passe. C'est du VR. Mais les caméras font un pass-through comme Meta fait aussi. Mais apparemment, comme la résolution, le frame rate, le délai, c'est imbattable. Puis, tu as du monde qui sont capables de porter ça, mettre le pass-through, puis jouer au ping-pong, puis comme si de rien n'était, attraper des objets. Il y en a même un sur YouTube qui a essayé de passer la journée au complet avec ça d'en face. Puis là, il y avait ses batteries qui pouvaient swapper. Puis sa journée, lui, il vit à New York. Donc, il s'est dit, il faut que je prenne le métro. Fait qu'il a pris le métro avec. Puis ça rendait la technologie portable comme ça. Comment dire? Ça rendait ça plus grand public ou ça rendait ça plus ouvert comme possibilité, plus que je vais devoir m'asseoir sur une chaise puis vivre ça comme dans mes pensées. Ouais, puis il y a une roulette qui se trouve sur l'appareil qui te permet de passer de réalité augmentée à réalité virtuelle. Donc, tu tournes la roulette, puis plus tu la tournes, plus ça t'envoie dans un environnement. Donc, tu peux être devant un lac. Grader, là, je sais pas comment le dire, là, mais tu peux... Ouais. Tu peux comme décider du niveau genre de réalité virtuelle qui s'applique par-dessus ce que tu Exactement. vois. Exactement. Donc, tu sais, tu peux mettre que ton environnement, c'est un lac. Tu peux être sur la Lune. Tu peux... Puis, apparemment, ce que tu entends dans ces environnements-là, par exemple, disons, moi, je veux travailler aujourd'hui, je mets mon Apple Vision Pro, puis je me crée un écran où j'utilise des applications, j'ai mon clavier, peu importe, mais je me dis, non, j'ai pas envie de travailler de chez moi, j'ai envie de travailler du Grand Canyon, par exemple. Je vais mettre l'environnement sur le Grand Canyon, mais le son si, disons, je me suis mis de la musique ou je me suis mis... j'ai mis un film ou j'ai mis... Mais le son va sonner comme il sonnerait s'il était réellement placé
à cet endroit-là, dans cet environnement-là. Ouais. Okay, Donc, si tu te trouves dans une pièce où il y a un peu de réverbération, puis que tu fais un appel FaceTime ou un appel, peu importe, là, puis que ton interlocuteur se trouve à un endroit dans la pièce, tu as vraiment l'impression qu'il sonne exactement comme s'il était à tel endroit dans cette pièce-là, selon le son de la pièce, selon... C'est super poussé. Ça rend le tout vraiment immersif. Ouais. Puis ça arrive, puis là, justement, les gens se disent comme, attends une minute. Ça veut dire que techniquement, ce serait quelque chose que si la batterie le permettait, on pourrait le porter toute la journée, puis bénéficier des avantages que ça peut donner. Mm-hmm. Mais là, où est-ce que ça s'en va? C'est ça que je veux qu'on explore. Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que... première chose que je veux dire rapidement avant de perdre cette idée-là, j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup d'applications. Puis on le sait déjà pour, mettons, par exemple, des drones dans le domaine militaire. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup d'applications pour des humains qui pilotent des choses, mettons, de la Formule 1, mais les pilotes sont pas dans les Formule 1, puis ils ont juste un casque de VR, puis ils conduisent leur Formule 1, mais à distance, mettons, là. J'ai l'impression que tout ce qui est du domaine de piloter, puis dans la performance ou dans quelque chose de très précis, ça pourrait être utile pour ça, mettons. Tu sais, mettons, tu le disais, bon, pour Rock Squadron, on avait un autre jeu qu'on avait joué avec Eddie et les autres amis de la job, qui s'appelle Elite Dangerous aussi, là, qui est un jeu de navigation spatiale qui est très bien fait pour le VR. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le piloter, là. Tu pilotes quelque chose, et dans les jeux en général, mettons... je pense qu'en réalité augmentée, tu pouvais faire des courses de Mario Kart dans ton salon, puis tout le monde... En tout cas, tu sais, il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a un petit lien à faire aussi avec Pokémon Go, là, si je me trompe pas, mais... Ben oui. C'est ce genre d'expérience-là, sans forcément avoir un headset, là, mais t'as ton téléphone, puis tu vis quelque chose dans les rues, mais c'est quelque chose de virtuel, tu sais, fait que... je trouvais ça intéressant, c'est juste que à un moment donné, je me suis ramené à, OK, mais... Mettons, moi, qu'est-ce qui me tente? Parce que, on dirait, je pense à beaucoup de... Mais ça sert à quoi? Des fois, je me pose juste la question, tu sais, OK, je comprends les avantages, là, je peux comprendre, mais tu sais, mettons, tu sais, je te disais, là, dans les années 60-70, le MIT et la NASA, ils pensaient déjà des prototypes pour émuler la workplace, puis à chaque fois qu'on nous donne des exemples, c'est toujours pour essayer d'émuler la workplace en premier. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres applications, après ça, tu sors dans la rue éventuellement ou quoi que ce soit. On dirait qu'il y a toujours cette volonté-là, mais ça n'a pas encore accroché, ça n'a pas encore pogné, ça, tu sais. Ça fait longtemps là, qu'on en parle, fait que... Puis on dirait que les exemples, pour l'instant, sont très nichés, tu sais, jeux vidéo, tu sais, c'est très, très, très à des endroits très spécifiques que ça se passe, fait que dans la tête, c'est comme, OK, mais quand est-ce que ça va avoir un impact vraiment plus grand public que ce que ça a actuellement? Puis si ça devait avoir un impact plus grand public, ça serait quoi? Oui, parce que jeux vidéo, c'est déjà réglé. Jeux vidéo, c'est réglé. Du moins, c'est commencé. Je pense que j'ai lu cette semaine que sur Steam, le gaming en VR vient de dépasser le gaming sur Mac. Là, tu vas me dire, bon, le gaming sur Mac, mais quand même. Ouais, mais quand même. Ouais, tout à fait. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, j'ai un Oculus. Tu sais, ça devient de plus en plus accessible. En même temps, sur Mac, t'as quoi? T'as un jeu vidéo? Ouais, mais t'as BioShock, t'as Resident Evil. OK, quand même. Puis... Non, il y a quelques trucs. T'as Civilization, t'as Polytopia, tu sais, donc... C'est bien parce qu'Étienne, tous les jeux qu'il me recommande, c'est des jeux sur Mac. Ça, et sur Switch. Et voilà. Non, mais... Puis... Ce qui me tenterait vraiment, mettons, mon utopie à moi, mon idéal à moi, c'est, OK, mettons qu'on réfléchit à des applications for good, là, quelque chose de bienveillant pour l'humanité, puis etc. Là, je suis un peu idéaliste dans la vie, mais bref. Je suis allé voir sur le site de l'UNICEF, rapido. Ils ont des exemples vraiment intéressants de... par exemple, ils te proposent, je sais plus via quel programme, puis comment... Mais il proposait à du monde, via de la réalité virtuelle, de vivre libre. Bon,
tu vas me dire, c'est un peu intense, mais quand même, de te faire vivre de l'immersion dans la vie d'une réfugiée. Genre, il y avait un film ou je ne sais trop quoi qui était fait pour la réalité virtuelle pour susciter de l'empathie. Ouais. Ou encore, genre, ils ont financé, je pense, un studio qui fait un jeu vidéo de réalité virtuelle pour apprendre aux enfants à lire en s'amusant avec la réalité virtuelle spécifiquement. C'était vraiment ça le souhait. Puis, ils s'étaient dit aussi dans leur vision UNICEF, c'est on pourrait utiliser à un moment donné peut-être la VR. Bon, là, c'est encore une fois, ça fait très workplace, mais pour réunir plein de gens de plein d'endroits dans le monde pour résoudre des grands problèmes. Mais ça reste que c'est pas une technologie qui est accessible à tout le monde, partout dans le monde, puis que c'est quand même pas simple. Mais je pour me disais, l'instant, non. Ouais, pour l'instant, non. C'est ça. Fait que, mais, tu sais, dis-toi là, qu'on a tous dans nos poches un appareil qui a plus de computing power que ce qui a envoyé les hommes sur la Lune. C'est clair. Donc, puis à un prix quand même assez moindre qu'une fusée d'Apollo. Tout à fait. Donc, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Moi, je me rappelle aussi, dans les années 90, à Découverte, à Radio-Canada. Ce soir, on allait parler du VR pour aider à combattre des phobies. Donc, il y avait des gens qui essayaient de combattre leur vertige avec la réalité virtuelle. Puis on s'entend que la réalité virtuelle, dans le temps, c'était moche, là. C'était comme en 95, là, on s'entend la 3D, non, c'était comme il y a un rectangle vert plus bas, puis là il y a une planche, c'est un rectangle brun, va marcher les dessus. Les polygones étaient moins nombreux. Exact, puis mais apparemment ça fonctionnait. Donc OK, si cette technologie-là devient plus accessible, ce serait quelque chose qui pourrait aider. Et justement, j'ai regardé une présentation sur l'Apple truc Pro, Vision Pro. Puis Keynote, qui est PowerPoint, mais sur Mac, te permet de pratiquer ta présentation devant, dans un auditorium ou dans une salle de réunion. Donc, tu peux... Puis là, ils te mettent... OK, t'es sur le stage, puis tu vois comme des sièges devant toi. Ils sont vides, mais tu vois quand même des sièges devant toi. Puis si tu te retournes, puis tu regardes derrière, tu vois ta propre présentation. Donc, tu peux vraiment simuler, OK, quand je vais être sur le stage, ça va être comme ça. Exact. La seule différence, c'est qu'il va y avoir des gens devant moi, puis là, tu peux te mettre à paniquer. Mais tu sais, au moins, c'est une préparation qui est aussi physique, tu sais. C'est vraiment une simulation de ta présentation. Donc, si tu es quelqu'un qui a besoin de faire ça, mais tu peux le faire. Ça paraît stupide, ça paraît niaiseux, mais c'est quand même cool. Là. C'est quand même cool qu'on puisse faire ça. Vraiment. Puis j'ai pensé aussi à... Je me suis dit, mettons là, qu'il y aurait peut-être des endroits dans le monde qui auraient... ou même des endroits proches de chez nous, qui sont des communautés plus rurales, qui n'ont pas accès à beaucoup de soins de santé, par exemple. Mm-hmm. Mais mettons qu'un jour, il y a quelqu'un qui a besoin, en région, d'une opération délicate, importante, puis tu fais appel à un chirurgien à distance, mettons, qui aurait un headset, mettons, puis il y aurait une caméra qui filmerait, puis ça pourrait être bon. Là, c'est encore aller plus loin de se dire qu'il y aurait un robot qui ferait exactement les gestes que le chirurgien veut faire, mais ça pourrait être aussi juste le chirurgien qui regarde puis qui donne des instructions aux gens qui sont sur place. Je me disais, il y aurait peut-être une application en santé qui serait intéressante pour ça aussi, tu sais. Ben, puis peut-être qu'il y a plein de choses qui existent déjà en santé, c'est juste que j'avais pas encore vu ou eu d'exemples très concrets dans ma face là, qu'il y avait déjà eu ce genre de cas-là, un chirurgien à distance qui permet de prodiguer des soins, mettons, à des personnes qui n'auraient pas accès à on va dire, ce personnel-là qualifié pour faire ce genre de soins-là. Bref, ça, c'était comme une petite idée que je me demandais si ça se pourrait. Oui, puis c'est sûr que ça va se faire tous ces genres de gros projets-là. Parce qu'un gros projet, même si ça demande de l'argent, ça va finir par se faire parce que la technologie va se rendre là, ou est déjà là. Mais dans le day-to-day, pour toi et moi, est-ce qu'on va finir avec un appareil de réalité virtuelle, augmentée, spatial computing, appelle ça comme tu veux, puis qu'on va porter... Est-ce que ça va remplacer nos téléphones? Est-ce que, tu sais, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Parce que... Mais, puis... Ouais. Vas-y.
En fait, la vidéo dont je parlais tantôt, le gars à New York là, qui a passé une journée avec le truc, il disait comme après un certain temps, t'oublies que tu le portes. Mm-hmm. Jusqu'à ce que tu regardes les gens qui te regardent puis tu fais « Ah oui, c'est vrai. Pourquoi tout le monde me fixe? Ah ouais, j'ai un truc d'en face. » Tu sais, je vais me commander un bagel au resto puis les gens me regardent bizarre, mais c'est tout. Je suis capable de le faire quand même. Ouais. Puis je regarde un film en même temps. Puis je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis tu sais, peut-être que... En fait... Je pense que j'ai une crainte avec ça. C'est que si je porte ça, en quoi tout ce qui m'entoure a encore de l'importance. Exact. Tu sais, mais je veux pas dire que c'est... Je veux pas que ça apparaisse apocalyptique, mon affaire. C'est juste, je me dis, mettons que je suis assis sur ma chaise, puis j'ai mon headset. Ben... Pourquoi j'ai encore besoin de la décoration autour de moi dans ma maison? Tu sais, il y a quelque chose de... Je vais-tu être dans un espace vide dans le futur juste avec mon headset tout seul? Puis on s'en va vers Ready Player One. Oui, c'est ça! Tu sais, au final, ils habitent dans des containers parce qu'ils s'en foutent. Ouais, c'est ça, exactement. C'était un peu à ça que je pensais aussi en pensant à cette affaire-là. On dirait que ton environnement de vie... Ah, puis c'était quoi le film avec Bruce Willis? Il y a un film... Il y en a plusieurs. Clone, je pense que ça s'appelle Clone. Ouais. Clone? Ouais, puis il dirige un genre de robot à distance, mais en étant sur sa grosse chaise, puis... Tu sais, je pense que les gens ont pas vraiment besoin de prendre tant soin d'eux, puis ils sont juste plugués à leur robot à distance, puis ça m'a fait penser à ça aussi. C'est ça, mais... Puis peut-être aussi qu'un jour, Étienne, on pourra co-hoster en ayant l'impression que l'un puis l'autre, on est à côté ou en face, pour vrai, sans avoir comme des caméras entre nous. Bon, on aura quand même des caméras entre nous, mais je veux dire, avoir ce feeling-là, puis là, c'est encore un exemple un peu workplace, mais peut-être qu'il y a des applications dans notre vie un peu plus, je dirais, personnelles qui pourraient être intéressantes. Je sais pas. Ouais. Il y aurait peut-être... J'ai tellement l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on va comme, trouver à force de l'utiliser. Parce que je regardais la présentation de Meta, puis, tu sais, ils sont comme, tu vas pouvoir travailler à distance, mais en étant dans un bureau quand même, puis le layout du bureau va, tu sais... si quelqu'un se promène dans sa maison, ça se peut qu'il passe devant toi dans le bureau, puis je me disais, mais quelle mauvaise idée. Ça veut dire que je pourrais me retourner puis voir un de mes collègues assis parce que, il est allé prendre une pause toilette, tu sais. Oui. Puis je le vois dans mon salon, là. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas comme ça. Puis tu sais, tu te dis, oui, mais on va trouver un moyen de faire fonctionner ça. Non, mais je pense que tu regardes le problème à l'envers quand tu fais ça. Au même titre que dans les années 50, ils disaient, dans 20 ans, 30 ans, vous allez voir, tout le monde va avoir des voitures volantes. Puis c'est comme, imagine... Les gens sont pas capables de conduire une voiture convenablement sur le sol. Imagine si tu leur donnes une voiture volante. Si on est rendu aux voitures volantes, il faut absolument que les voitures se conduisent toutes seules. On ne peut pas être humain, être en charge de ces voitures. Mais là, j'ai quelques petites théories funky à te proposer pour le VR AR. J'aime ça. Mettons qu'on met notre headset, puis on reste bloqué dans un jeu comme dans Tron. Écoute, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, à quelque part, je trouve ça excitant, mais c'est sûr que ça doit être fucking épeurant si ça t'arrive pour vrai de rester bloqué dans un jeu. Mais ça, c'est le truc qui m'a un peu buzzé quand tu m'avais recommandé Three Body Problem. Je l'ai regardé. Oui. Puis je me disais, OK, quand ils jouent avec le headset sur la tête, ils sont assis, puis tout va bien, puis la vie est belle. Mais dans le jeu, ils bougent, ils courent, ils se tirent à terre. Ouais. Donc, ils n'ont plus le contrôle de leur corps. Mais vrai, ça. Quand ils enlèvent le headset, quand ils font le mouvement d'enlever le headset, là, ça l'enlève. Donc, ça sonnait un peu...
l'auteur, les writers ont écrit ça, puis ont fait comme, ouais. Ils vont trouver une façon à la réalisation de faire en sorte qu'on n'y pense pas. Mais moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. T'as le contrôle de tes mains ou t'as pas le contrôle de tes mains? T'as le contrôle de ton corps ou t'as pas le contrôle de ton corps? T'es conscient de ce qui se passe à l'extérieur ou pas? C'est vrai, ça. Puis, bref. Donc, être coincé dans un jeu, ça voudrait dire que t'as plus le contrôle de ton corps. T'as plus le contrôle de ton corps, c'est vrai. Ça fait peur. Moi, je veux pas. Je veux pas, parce qu'après, tu vas me transitionner en fade-out sur comme une planète pleine de robots qui me sautent dessus. Non. Oui, c'est ça. Écoute, si tu veux me tuer, c'est le meilleur moyen. J'aime bien parce que peut-être que toutes les idées que je vais proposer à Étienne, ça va être les meilleures façons de le tuer. Attends. On va devoir renommer l'épisode toutes les meilleures façons de tuer Étienne. 1001 façons de tuer Étienne. Tuez-moi pas, s'il vous plaît. Non. Sinon, je vais parler tout seul. C'est pas drôle. Voir le début ou la fin de l'univers. Ouais. Ok, je vais m'expliquer. Mettons que tu ressens rien, tu fais juste voir, comme s'il y avait une caméra, ok? Ouais. Puis t'as comme un petit truc où tu peux placer ton curseur puis avancer, comme quand tu fais le montage audio ou vidéo, mettons. Puis tu peux décider d'avancer en accéléré ou reculer. Puis là, tu vois tout. Moi, ce qui me fascine, ok? C'est l'idée qu'il y a le fameux Big Bang, qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y avait avant, puis il y a eu un Big Bang, puis l'univers a été créé, et voilà. Mais toute cette explosion de matière qui est partie dans tous les sens, puis qui a fait en sorte qu'on a, genre, par exemple, des minéraux, puis de l'or, puis des ressources qui sont incrustées dans la terre, qui a fini par être ronde avec le temps, puis moi, là, tout ça, là, ça me fait capoter. J'aimerais ça avoir, genre, la possibilité. Puis, tu sais, peut-être que ça serait comme... comment je te dirais? Ça serait imaginé par une intelligence artificielle ou je ne sais quoi, ce genre de vidéo-là. Mais j'aimerais ça pouvoir voir ça en VR. Genre, pouvoir accélérer, reculer, ce genre de... toute cette matière-là qui s'en va dans tous les sens, qui forme des galaxies, qui forme des... Je sais pas comment tu ferais ça. J'ai aucune idée. C'est ça. Mais c'est vrai que l'expérience serait débile. Tu sais, en fait, même chose, assister à des batailles historiques. Ah ouais, ben oui. Ah oui. Tu sais, Plaine d'Abraham, 1759. Oui. Puis là, la technologie se rend là. Puis là, tu peux communiquer avec les gens qui sont là. Puis là, hey, James Wolfe, t'es à trop de cul! Ils sont en train de monter la colline. Allez leur tirer dessus tout de suite. Mais non, faut garder nos rangs. Hey, laisse faire tes rangs. Va les gonner. Clang, clang, clang. Puis là, t'enlèves ton headset et tu te rends compte que tu viens de changer l'histoire. Tu n'existes plus. T'es en train de te dématérialiser. Game over. Ah merde. Mon père et ma mère ne se sont jamais rencontrés. Ça y est, Back to the Future VR. Ah, man. C'est réglé. Oh là là. On fait ça. J'adore ça. Bon, tu vas peut-être me trouver très espace, hein, mais j'ai beaucoup de thématiques qui reviennent avec ça. C'est malheureusement. cool, l'espace. J'aime l'espace. Un jour, on fera un épisode sur l'espace. Mais il y a beaucoup de choses à dire dans l'espace. Un jour, on ira dans l'espace faire un épisode. Pour le 100e. Pas game. Écoute. Station spatiale internationale, live. On fait notre épisode dans le Virgin Galactic, je sais plus quoi. Est-ce que c'est vraiment l'espace? C'est pas vraiment l'espace. Moi, faut que je me rende à la station spatiale internationale. Okay, sinon, ça fonctionne pas. C'est bon, on va faire ça. Amène ta guitare, apparemment, ça prend ça. Visiter une exoplanète, selon ce qu'on connaît avec nos observations puis déductions par des intelligences artificielles, moi, j'aimerais ça voir... Ça a l'air de quoi? Parce que, encore une fois, là, mettons... je m'étais dit, je parlerais pas de Christopher Nolan. C'est inévitable. Baptiste. Ah non, pourquoi je fais ça? Tu te rappelles la petite capsule vidéo que j'ai éditée? On a renommé le podcast. On a renommé le podcast, ça s'appelle Denis Nolan. C'est ça. Notre podcast s'appelle Denis Nolan maintenant. Pas le choix. Je vous jure que je m'étais dit que j'en parlerais pas. Puis là, ça vient tout seul de me popper dans la tête. Faut que j'en parle. Ça sera pas long, je vais parler de Denis Villeneuve plus tard. Tu vas voir, je vais trouver une façon.
Fait que Vas-y, la planète dans Interstellar où il y a la vague gigantesque, puis la gravité est pas la même, ce qui influence le temps qui passe, puis etc. Mais moi, j'aimerais ça visiter une planète de même où il y a comme... Oui, il y a peut-être des choses qui vont ressembler à la Terre, mais il y a clairement des choses qui seront différentes, mettons, de la Terre. Puis tu sais, à la limite même d'avoir, pendant ton expérience de VR, justement, si la gravité est pas la même puis que le temps passe pas de la même façon, une genre de comparaison en même temps de... Là, en ce moment, t'es à tel endroit, puis le temps sur Terre, il passe de telle vitesse, genre, fait que t'aurais déjà pris 10 ans. Tu sais, je sais pas, là, quelque chose comme ça. Je trouve ça fascinant. Ouais. ça c'est clair. Ça me fait un peu capoter. C'est clair. Puis tu sais, tout ce que tu viens de dire, il y a un argument qui peut être... Ouais, mais c'est pas obligé d'être en VR. Mais il y a quelque chose avec la réalité virtuelle que... Mais non, je pense que ton point est encore bon. C'est intéressant sur un écran, mais ce serait transcendant. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ce à quoi je pense. Là. Tu sais, je veux dire, je vivrais pas la même expérience de l'exoplanète. Tu sais, si t'es capable de tourner la tête puis de voir autour de toi versus de juste avoir un écran dans ta face, même si l'écran, c'est un curve screen qui ferait tout le tour de ta tête, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas... il y a quelque chose... Pareil. T'es dans l'autre endroit. C'est ça, exact. Tu sais, moi, je ressens ça avec mon Oculus première génération. Ouais, voilà. OK? Que la résolution est pourrie, que le frame rate n'est pas 90 frames second. Puis, tu sais, là, justement, on est rendu avec des appareils que les chips sont directement soudés à l'endroit où il y a les écrans pour qu'il y ait le moins de délai possible. Ouais. Pour pas que tu aies l'espèce de nausée. T'as des pixels qui n'ont jamais été aussi petits. T'as l'équivalent d'un écran 4K et demi dans ta face. Je pense par œil. Un truc comme ça. C'est rendu débile, là. C'est rendu impressionnant. Puis c'est le début. C'est le début parce que c'est toujours de mieux en mieux. Donc, où est-ce que ça s'en va physiquement, selon toi? Tu sais, puis là, je veux qu'on reste réaliste, là. Moi, je me rappelle quand il y a eu les premiers iPhones, puis là, il y a des designers qui s'amusaient à « Ah oui, je vais imaginer l'iPhone dans 5 ans. » Puis là, tu te ramassais avec un téléphone transparent. OK, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a réfléchi, là, mais un téléphone transparent, non seulement il faut que tu trouves une surface foncé pour essayer de lire ce qu'il y a dessus. Mais moi, je perds mon téléphone de vue puis je le trouve plus. Oui, imagine s'il est transparent. Mais quelle mauvaise idée! Ah merde, j'ai perdu mon téléphone. C'est comme perdre tes verres de contact. C'est la même affaire. Exact. Ah, c'est bon. Bref, restons réalistes. Ouais. Où est-ce que ça s'en va physiquement? OK, la résolution peut être meilleure. Elle va le devenir parfait. Ouais. OK, ça c'est réglé. OK, bon. La vie de batterie va devenir meilleure parce que les processeurs vont être plus efficaces, parce que les batteries vont être meilleures. Ça, c'est réglé. Ouais. Moi, ce que je trouve un peu intense, surtout pour porter ça pendant de longues périodes, c'est la taille que ça a. Ouais, c'est vrai. Est-ce c'est que vrai ça que, serait possible de réduire la probable. Je pense que oui. En fait, mettons qu'on pousse un peu. Ouais. Mettons que tout a tendance aussi à se microiser, se nanoniser. se nanoniser. Nanonise, Baptiste. Mettons que tu te retrouverais avec l'équivalent de lunettes de plongée, mais c'est ton headset VR. OK, oui. Genre. Mettons qu'on s'est rendu suffisamment loin dans la nanoisation de la patente. Ça ressemble à ça. Puis... Ouais, mais là, je parle pas d'un masque de plongée. Je parle de lunettes, là, des plus petits là, que tu colles à ton... Que tu colles des lunettes de natation, là. Exactement. Ouais, tout à fait. Mettons que t'aurais ça. Mm-hmm. Ça serait pas mal moins invasif si jamais tu voulais te déplacer avec ça aussi, là. Oui. Ou lourd. Il y a un truc en ce moment que je me demande comment ça ferait en sorte que ça pourrait être possible. Juste par la feature,
sais, en ce moment, mettons, tu as les masques comme le Meta Quest puis le Vision Pro, qu'il y a des senseurs et des caméras à l'intérieur pour regarder tes yeux et aussi à l'extérieur pour regarder ta bouche, ta face, tes expressions faciales. Pour que quand bref, tu fais ton persona ou ton me, ou appelle ça comme tu veux, pour qu'il bouge comme tu bouges, pour qu'il ait les mêmes froncements de sourcils, mouvement des lèvres, etc. Mais si tu as un appareil qui est trop collé sur toi, qui est trop comme les lunettes fumées que tout le monde avait, les lunettes de soleil dans les années 2000, là, les Oakley, là, bien collés sur les yeux, là, qui donnaient des yeux de mouche, là, est-ce que les senseurs vont être capables de voir ce que ta bouche fait? Est-ce que... Ou peut-être que l'AI va... mais c'est ça que j'allais dire, l'AI va corriger. Puis, tu sais, mettons, quand je vois ça, je me dis, mettons, l'ancienne façon de faire des projecteurs... Ben, je veux dire, ça existe, il y a encore des projecteurs qui sont comme ça, mais les projecteurs, ultimement, c'est... T'as un truc qui projette loin devant lui, mais t'as aussi des projecteurs que, à cette heure, c'est très courte focale, très courte distance. Tu le mets quasiment collé à ton écran, puis là, il affiche une image tout à fait normale sur le reste de l'écran. Je me dis, mettons que tu aurais l'équivalent inverse des projecteurs, des capteurs qui sont tout le long, puis qui captent tout le reste de ta face de façon très collée à ta peau. Puis après ça, tu as comme un processing par l'AI qui reconstruit ton expression faciale pour le programme, mettons. Là, ça pourrait fonctionner. Je sais pas. Ça pourrait fonctionner. Puis peut-être qu'on a des indicateurs proches de tout ça qui font en sorte qu'on le sait. Même si tu vois pas la bouche, tu sais c'est quoi l'émotion, mettons. Exactement. Juste à cause de la pommette qui se relève ou de, tu sais, je sais pas, là. Ou qu'il te fait lire 3-4 paragraphes, puis c'est ça. Il a vu quel son correspond à quel mouvement de tes joues. Ouais, j'aime ça. Il y a un truc que je sais pas physiquement comment ça pourrait fonctionner. Par contre, tu sais, quand tu regardes un masque de VR, il y a toujours une épaisseur pour le verre, en fait. Le verre qui doit... Tu sais, tu prends un écran, mais là, il est collé sur toi. Faut que tu... Avec la réfraction, la diffraction, je sais pas, j'étais pourri en physique au secondaire. Mais bref, ça prend un certain verre avec une certaine concavité, convexité. Je vous rappelle, il n'y a toujours pas de mot pour pas creux. Là. Mais là, ça va. Convexité, ça y va. Exact. Je ne sais pas à quel point on pourrait réussir à faire quelque chose qui aurait la bonne réfraction de lumière pour pouvoir le faire. Mais d'un autre côté, peut-être que si ton écran, chaque écran, en fait, pour chaque œil, est courbé d'une certaine façon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais ça pourrait être cool. Là. Ouais, ça serait vraiment nice. Ça serait vraiment nice. Puis, parce que tu sais, t'as toujours le côté aussi, l'audio qui vient avec ça. Fait que est-ce que t'as des genres de mini... des genres d'équivalents EarPods, mais qui sont pluggés à ta lunette, genre pour être capable de les foutre dans les oreilles? Ben, je te ramène au Vision Pro. Il n'y a pas d'écouteurs, il y a des petits haut-parleurs, mais qui sont directionnels. Qui sont directionnels. Très directionnels, mais que si quelqu'un est à côté de toi, peut, avec une attention assez particulière, quand même entendre ce que tu entends. OK. Donc, c'est pas parfait, mais première génération, encore une fois. Mais jusqu'à quel point... Tu sais, tout dépend de... Est-ce que c'est possible de changer j'ai pas le terme pour ça en français, form factor? Parce que, mettons, on regarde les téléphones. Ça a beau exister, les smartphones, selon la mouture moderne, c'est-à-dire depuis 2007, ça reste le même appareil dans la même forme. Mais peut-être qu'il a atteint la forme dont on a besoin aussi. Est-ce que le VR peut évoluer autant ou on est coincé avec quelque chose qui est gros comme ça puis on s'en tirera jamais? Je vois ce que tu veux dire. Puis peut-être aussi que finalement, le VR, c'est peut-être juste une technologie de transition puis qu'une forme future sera autre, qui se sera inspirée de toute cette évolution-là pendant ces décennies-là par rapport à cette technologie-là. Puis que c'est ça, c'est vrai que
quand tu penses, les téléphones intelligents, ça a peut-être atteint sa limite aussi, là. Je sais pas. Ouais. Mais si le VR atteint sa limite, la seule chose que je peux voir qui pourrait permettre d'aller au-delà de ça, c'est quelque chose qui est plugué directement dans notre cerveau. Ouais, ben là, t'as le Neuralink. Oh. Oui, c'est ça, hein? Ouais, hein? Ouais, Il y a des limites. Il y a des limites à faire l'exercice d'imaginer le futur. Ouais, mais regarde, mettons, on y va, OK? On plonge, puis on Neuralink, puis là, ça voudrait dire que après, quelqu'un pourrait dire comme, OK, mais t'as peu, je te plug dans une capsule, OK, intraveineuse, tu vas vivre jusqu'à 95 ans, puis tu peux vivre dans l'univers de Harry Potter, Baptiste. Ben oui. Tu peux être un Hufflepuff comme tu as toujours rêvé. Ouais. Mais rendu là, si on te plug quelque chose dans le cerveau, qu'est-ce qui empêche cette technologie-là de te faire voir autre chose sans que tu aies besoin d'avoir un headset? Mais exactement, c'est ça mon point. Donc, OK, c'est ça. Oh, ouais, tout à fait. Je te plug dans une capsule, OK? Ouais. Je te plug dans le cerveau et je te simule une vie. Exact. Puis là, après, on peut se poser la question. Attends une minute. Il y a des gens qui théorisent qu'on est déjà dans une simulation. Ouais, OK. Donc là, si t'es dans une simulation, ça marche pas. Ben, soit ça marche pas, ou tu fais comme dans Futurama, OK? Là, je sais qu'on dérive du sujet, là, mais non, si vous avez jamais vu le dernier épisode de la série Futurama, c'est ça le sujet. C'est, en gros, il simule un univers. Donc, c'est pas exactement pareil, mais bref, ils font une simulation d'un univers. Puis là, l'univers, il évolue super vite. Tu sais, c'est un peu ça le truc. C'est comme, OK, je simule l'univers, un peu comme tu disais tantôt, là, je simule le Big Bang et compagnie. Sauf que je le fais pour vrai. Ça demande énormément d'électricité, puis d'énergie, puis de computing power et compagnie. Mais je suis capable de le faire. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une civilisation qui émerge dans cet univers-là qui, elle, veut faire la même chose. Puis là, soudainement, la demande en énergie puis en processing pour l'univers original que le professeur avait généré est pas suffisante. Donc, il se dit, OK, comment je règle le problème? Ben, il invente la physique quantique. Il fait comme, OK, je vais juste render ce qui est observé. Ouais. Donc, l'état de chaque particule ou de chaque peu importe quoi va seulement être calculé lorsqu'observé. Et soudainement, tu obtiens la physique quantique. Donc, dans son univers simulé, la physique quantique est là pour pas que l'univers demande trop de jus à simuler. Donc là, après, tu fais comme « Oh! OK. Si c'est ça la raison pour laquelle la physique quantique existe dans notre univers, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une simulation? Puis là, bref, dans la simulation de la simulation, ils font une simulation aussi. Ça explose de tout bord, de tout côté. C'est magique. Ouais. Voilà. Non, on n'est pas dans une simulation, s'il vous plaît, mais je connais la théorie. Oui, mais c'est vrai que si la quantique avait été imaginée pour faire gagner en efficacité un autre système au-dessus de nous, c'est vraiment intelligent. Si t'avais à l'inventer, ce serait pour cette raison-là. Oui, ce qui est quand même cool. C'est quand même cool. Malade. C'est vraiment malade. Yes. Puis, dernière mini-théorie. Je nous imagine... on pourrait avoir des headsets qui nous sont tapés sur la tête. On est attaché, on n'a pas le droit de bouger. Puis, on a un passage qui joue en boucle, en gros plan devant nos yeux. C'est Legolas qui répète « Une diversion !» dans le film Le Retour du Roi. Parce que ce passage-là, Étienne, fallait que je le dise, c'est l'un des passages qui me fait le plus rire à chaque fois que je le vois. Il dit une évidence, quelque chose qu'il y avait personne qui avait besoin qu'on le nomme, mais il le nomme pareil. Ils sont en train de parler de leur plan, genre, pour détourner l'œil de Sauron. Puis Legolas fait juste dire « Une diversion ». Voilà, c'est ça. Fait que ça pourrait être un thème, t'es obligé de regarder ça. En fait, c'est une torture avec du VR. T'es obligé de regarder ce passage-là en boucle. Voilà. Tu l'as dans ta face.
C'est bon. Je sais quel extra audio je vais aller chercher pour la transition vers le prochain segment. Une diversion. C'est un drôle d'exercice à faire parce que moi, c'est une technologie qui m'a toujours fasciné. Mais là, je sais que ça fait longtemps qu'elle est là, qu'il y a des exemples de ratés comme de réussis dans ces technologies-là. Puis c'est dur, on dirait, de se projeter avec une technologie que tu sais pas si elle va vraiment finir par fonctionner ou pas. Mais je trouve ça vraiment cool d'avoir fait cet exercice-là avec toi parce que je m'étais jamais rendu aussi loin dans la projection que je pouvais avoir de cette affaire-là. Contrairement, mettons, à des affaires qui sont en vogue en ce moment, genre ChatGPT, puis etc. Puis là, tout le monde n'arrête pas de théoriser sur plein d'affaires avec ces choses-là. Mais je trouve ça intéressant de revenir à « OK, les AR, VR, c'est longtemps que c'est dans le portrait, puis ça serait quoi dans le futur? » On dirait que ça fait longtemps qu'il n'y a pas du monde qui ont fait cet exercice-là de se reprojeter plus loin dans le futur avec ces technologies-là. Fait que j'ai vraiment aimé l'exercice. Vraiment. C'était cool. Ouais, c'était cool. J'espère beaucoup. que vous avez aimé ça, vous aussi, ceux qui nous écoutez. Si vous voulez nous suivre, assez simple. J'adore ça podcast.com. Tout est là. Fait. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur plein de trucs. Bref, allez là, Discord. Puis parlez parlez du show, parlez du podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, à votre famille. Même demandez-leur des questions pour venir nous les poser sur Discord ensuite si vous voulez, ça nous fera plaisir d'y répondre. Exact. D'ailleurs, je vous mets au défi. Faites écouter un de vos amis. Ah, c'est bon. Puis, plus on est de fous, plus on rit. On va s'amuser comme ça. Yes. Yes, excellent. Baptiste, où est-ce qu'on peut te trouver maintenant? Où est-ce qu'on peut me trouver? Oui, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, j'ai entendu dire que tu étais sur un projet. Projet YouTube. Projet. Oui, c'est vrai. Oh, c'est la petite plug. Je suis mal à l'aise. Non, mais j'ai un autre projet. Je fais un club de lecture avec mon beau-frère. On lit des livres, puis après ça, on en parle dans des vidéos YouTube de ces livres-là. Des fois avec des choses un peu plus funky, puis d'autres fois très, très, très sérieux. Mais on veut... notre mission, c'est d'inciter le monde à lire. On lit des livres qui sont pas très compliqués, puis on a bien du fun. Voilà. Yes. Allez jeter un coup d'œil à ça. Yes. Ça s'appelle... Lire deux fois plutôt qu'une. Yes, excellent, parfait. Donc, Baptiste, on se laisse là-dessus. On se revoit avec 2 autres astronautes pour essayer Root, puis ensuite, on se retrouve dans un mois. À bientôt, Baptiste. Yes. À bientôt, Étienne. Salut. Ciao. J'adore ça. J'adore.